Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 54. François Mitterrand prend la tête du Parti socialiste au congrès d'Épinay à l'âge de 54 ans. La SFIO fusionne avec les autres formations de gauche non communistes. François Mitterrand sera élu président de la République 10 ans plus tard et la France ne s'en relèvera pas. Au sommaire de l'émission ce soir, le New York Times révèle que l'Iran serait prêt à fermer ou suspendre son programme nucléaire pour apaiser la crise avec les États-Unis. Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont-ils remporté leur bras de fer avec Ali Khamenei? Débat dans quelques minutes. Rendez-vous ensuite pour le tour de l'info préparé par Chana Depaz. Selon un document divulgué hier par la presse israélienne, le Hamas prévoit de conserver le contrôle administratif de Gaza. Oh, comme c'est bizarre, comme dirait l'autre. Débat à 21h30. Interview du tac au tac avec Marc Samuel pour la pièce de théâtre Mon trésor à retrouver à Paris. Et enfin, l'actualité vue et corrigée par Julien Assal lors de la traditionnelle carte blanche. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Bon allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 54, en compagnie de Jérémy Simber. Bonsoir Jérémy, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, ça va très bien, merci. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle? L'officier musulman de Tsahal, surnommé Capitaine Ella, le major Ella Wawewa, remplacera le colonel Avishai Adri comme porte-parole de Tsahal en langue arabe. Une femme musulmane porte-parole de Tsahal, c'est vraiment l'apartheid ce pays. D'abord, c'est formidable. Et en plus, elle porte le prénom de ma fille, donc voilà. Très beau prénom, Ella. Magnifique. Très beau prénom. En face de vous, Chaim Berkovitz. Comment allez-vous, Chaim? Ça va bien. Une réaction à cette information, cette nouvelle nomination au sein de Tsahal? Je lui souhaite de réussir dans ses nouvelles fonctions. Et à Paris, nous retrouvons Rost. Bonsoir Rost, comment allez-vous? Bonsoir, très bien et vous-même? Ça va très bien. Rost, alors vous avez publié une photo sur votre compte Instagram que vous avez ensuite supprimée. Dommage, vous étiez très beaux tous les deux avec vos jolies paires de lunettes de soleil. Oui, en fait, j'étais à l'Élysée l'autre jour et puis j'avais promis à des amis que je ferais un petit challenge avec le président de la République avec ses lunettes de soleil. Donc, j'avais les miennes qui étaient les originaux d'ailleurs, les originales. Et donc, on lui parlant, en lui disant offshore. Voilà, enfin, je le dis, for sure, pardon, for sure. Le fameux for sure. Et donc, et quand je suis arrivé à l'Élysée, effectivement, à un moment donné, on a fait des photos et j'ai dit, attendez, je vais mettre mes lunettes comme les vôtres. Et d'ailleurs, ça l'a fait sourire. Je dis, for sure, je vais devoir les mettre. Et donc, ça l'a fait rire. Bon, ça n'a pas fait rire ses conseillers, mais et je mets les lunettes et on fait la photo que je poste et j'ai relevé mon challenge. Sauf que quand je poste la photo, effectivement, je n'ai pas mesuré à quel point il était détesté. La haine des gens à l'égard de Macron était d'une violence. J'ai eu plein de débats des fois qui ont été très très agités derrière avec les gens de l'extrême droite, le RN, etc. Mais là, c'est la première fois où je vois un tel déferlement de haine. Je n'avais jamais vu ça. Donc, j'ai décidé d'enlever la photo pour ne pas qu'elle soit détournée de son contexte, si jamais on ne le prend pas avec le texte. Mais la violence, j'ai rarement vu ça. Je comprends. Et à vos côtés, Simon Moss. Bonsoir Simon, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Vous n'avez pas de photo avec le président de la République? Simplement. Non, c'est pas demain la veille, je pense. Non, je tenais vraiment à profiter de cette antenne pour apporter mon soutien à Nili Kupfer-Naouri et à Rachel Twitou qui sont visés de manière injuste et infâme par la justice française pour complicité de génocide. Je veux dire qu'à moins qu'elles aient été turques il y a un siècle, ou allemands, ou hutus, je ne sais pas exactement de quel génocide elles ont appuyé, elles ont épaulé. Et je veux dire que c'est un précédent gravissime
Ce qu'elles ont fait, oui. Ce qu'elles ont fait, c'est gravissime. Attendez, je vous ai pas interrompu. Ah si, ouais, tout à l'heure, si vous avez coupé un peu. Simon, quoi qu'il arrive, on va en parler. Simon, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Oui. On va en parler. Simon ? Ah bah ok, très bien. Vous me rendez la parole. Découvrons... je vous écoute. Très bien. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question, les manifestations pour la libération des otages ont-elles aidé le Hamas ? Vous êtes d'accord à 56% avec Meir Habib, un match assez serré. Et à la question, Donald Trump se débine-t-il face au Mollah ? Vous êtes d'accord à 70% avec Myriam Palomba. Première victoire de Myriam Palomba dans Ça se débat. Félicitations Myriam, on se retrouve lundi. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. Et si Ali Khamenei avait eu peur de la grosse armada de Donald Trump ? L'Iran se dit prêt à fermer ou suspendre son programme nucléaire pour éviter un conflit avec les États-Unis, a révélé le New York Times. Cette information a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé 7 questions aux débatteurs. Donald Trump va-t-il remporter son bras de fer contre les Mollahs sur leur programme nucléaire et que sur le programme nucléaire ? Simon Moss a répondu oui et Rost a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 54, face à face. Numéro 1, c'est parti. Simon, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rost, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? Allez Simon, c'est parti, c'est à vous. Oui. Alors on m'a attribué le oui, mais en réalité, vu ce qui se passe en Iran, je pense qu'on pourrait en effet se répandre sur les analyses stratégiques, sur les nuances de ce qui se passe entre Donald Trump et le régime islamique. Mais aujourd'hui, à l'heure gravissime que nous vivons, pour moi, il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est que ce régime des Mollahs doit être pulvérisé. C'est un régime criminel, la tête de la pieuvre qui enflamme le Moyen-Orient depuis des années. Et surtout, c'est un régime qui massacre une population qui nous est sœur, par l'histoire. Et je pense que Donald Trump va trahir malheureusement sa parole, la parole qu'il a donnée au peuple iranien. Et c'est pour ça que la France et l'Europe doivent se ressaisir de la question moyen-orientale pour repeser dans le monde. Merci beaucoup Simon, vous avez parfaitement respecté les 60 secondes. Rost, c'est à vous. C'est rare. Alors, on parle ici de plusieurs choses. La première, évidemment, c'est pas moi qui vais défendre le régime des Mollahs. On parle d'abord de suspension et non pas d'un arrêt total. Alors, le nucléaire, c'est quoi ? Il faut que les gens le sachent, c'est une arme de dissuasion. On a vu récemment qu'il y a eu... Israël détient l'arme nucléaire. Les États-Unis, qui protègent Israël aussi et qui sont leurs partenaires à tout moment, détiennent aussi l'arme nucléaire. Et récemment, on a confirmé, pendant des années ici, on s'est battu, pendant des mois et des mois, on s'est battu ici sur les chiffres des morts à Gaza. Et l'armée israélienne vient de confirmer les 71 000 morts qui ont été massacrés pendant les bombardements à Gaza. Donc, et là, 500 personnes depuis le soi-disant cessez-le-feu. Donc, ça continue. Les gens qui veulent avoir l'arme nucléaire, je suis désolé, quand vous avez l'arme nucléaire, vous ne pouvez pas empêcher les autres de l'avoir parce que c'est une arme de dissuasion avant tout. Et ça évite que certains États voyous se comportent comme des voyous avec tout le monde, comme ça a été le cas récemment avec la Palestine et Israël. Merci beaucoup, Rost. Kim Jong-un sera ravi de l'apprendre. Simon. Jérémy Simber, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Simon ou avec Rost ? Simon dit qu'il faut pulvériser le régime des Mollahs. Tout à fait. Il faut absolument faire disparaître ce cancer de la République islamique. Vous avez conscience que ça n'arrivera pas ? Alors, je suis pratiquement tout à fait d'accord avec ce que Simon a dit. En effet, la parole de Donald Trump, malheureusement, moi je crains aussi qu'il ne va pas la tenir. Ce serait... c'est terrible pour le peuple iranien. C'est terrible pour les plus de 80% d'Iraniens qui ne veulent pas de ce régime, qui en a ras-le-bol de subir ce qu'ils subissent depuis 79. Et c'est terrible. Et je comprends pas Donald Trump. Je me fais l'avocat du diable. 80% de la population iranienne, je sais pas
si ce chiffre est exact, parce que si vraiment 80% de la population iranienne était dans la rue, ça se verrait tout de même. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, sachant que beaucoup ont peur aussi de se montrer, mais je suis pratiquement sûr que c'est 80%. Chaim Berkovitz, Donald Trump a abandonné les manifestants iraniens, ça on l'a compris. Et il se concentre aujourd'hui sur le nucléaire. Est-ce qu'il a raison de privilégier cette forme de diplomatie par la menace en mettant des porte-avions dans la région et en exerçant cette pression sur le régime des Mollahs, tout en sachant qu'après la guerre des 12 jours, en Israël, on était persuadé que le nucléaire iranien, c'était de l'histoire ancienne, quasiment. Tout à fait, on était tout à fait persuadé que c'était de l'histoire ancienne, et malgré tout, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il faut rappeler une chose. C'est vrai que certains pays ont la bombe nucléaire. Il semblerait que Israël l'a et que les États-Unis l'ont aussi. Mais on ne peut pas se permettre que certains pays aient la bombe nucléaire lorsqu'ils ont dans leur agenda la destruction d'un autre peuple. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour que en Iran, il n'y ait plus cette menace nucléaire. Donc, je réponds un petit peu à ce qu'a dit Ross, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un ennemi qui jure tous les jours de pouvoir. Ça passe par un accord, ça passe. Je ne pense pas qu'on n'a pas de possibilité que ça passe par un accord. Ouais. Maintenant, attention. On se dirige vers un accord. On se dirige vers un accord. Malheureusement, on se dirige vers un accord. Mais un accord, ça veut dire une simple chose. Ça veut dire que demain, on va devoir retourner pour finir le travail. Rost. Mais Monsieur Berkovitch, vous nous parlez justement de la menace de destruction et la dangerosité de l'Iran. D'accord. Mais moi, quand j'entends certains chez vous, comme Nelly Kuffer par exemple, qui dit qu'il faut détruire tous les Palestiniens, qui n'ont rien à faire là. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas utilisé le terme palestinien, quoi qu'il en soit. Arrêtez de la défendre parce qu'elle le dit même vous, la semaine dernière, il y a 15 jours, elle a dit devant tout le monde. Alors, arrêtez de dire qu'elle ne dit pas ça. Ressortez la source. Vous ne pouvez pas vous amuser à sortir des citations qui sont fausses. Je ne peux pas. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas sortir des citations fausses. Ce que je veux vous dire par là, Nili Kuffer-Naouri n'a pas le pouvoir d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire en Israël. Donc, c'est quand même différent que des menaces des Mollahs. C'est ce que j'allais vous dire. Et surtout qu'elle n'est pas là pour se défendre. Elle n'est pas là pour se défendre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on peut évidemment parler de la dangerosité des Mollahs, etc., et de ce régime. Par contre, le jour où des gens comme les Nelly Kuffer arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'on attend? Quelle est la différence entre leur dangerosité qui veulent éliminer tous les Palestiniens et les autres qui, soi-disant, aussi veulent éliminer tous les Israéliens? Donc, à un moment donné, soyez juste. On va revenir sur le sujet. C'est tout. Simon, on va revenir sur le sujet du nucléaire. Les extrémistes sont tous des extrémistes d'un côté comme de l'autre, il faut les condamner, c'est tout. Simon, revenons sur le nucléaire. Revenons sur le nucléaire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. L'administration Trump, elle s'apprête peut-être à signer un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire, qui ressemblerait peut-être fortement à l'accord que la même administration Trump avait quitté lors de son premier mandat. On ne comprend plus rien. Pourquoi cet accord-là serait différent que de celui signé avec Obama ? Honnêtement, je ne pense pas que cet accord-là, il changerait quoi que ce soit. Honnêtement, je pense que tout accord avec le régime des Mollahs, désormais, joue en sa faveur. Quand l'ennemi a un genou à terre, il est assez criminel de le laisser se relever. Le régime des Mollahs est plus faible qu'il ne l'a jamais été, que ce soit d'un point de vue géopolitique et que ce soit du point de vue de la stabilité, de la force du régime des Mollahs à l'intérieur du pays. C'est le moment probablement inédit pour, j'ai envie de dire, abréger ses souffrances et en finir définitivement avec le régime des Mollahs. La comparaison Rost, attendez, la comparaison de Rost me paraît complètement irrationnelle dans la mesure où vous dites oui, mais irrationnel pour vous parce que vous êtes juif. Oui. C'est pour ça que vous voyez la chose de cette manière-là. Parce que vous êtes juif, que vous voyez la chose de cette manière-là. Mais les gens qui sont de l'autre côté, qui entendent la Nelly, je peux vous dire une chose, il n'y a aucune différence entre elle et ceux qui disent qu'il faut éliminer aussi la Palestine. L'Israël, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Rost, attendez, je vais répondre à ça parce que c'est inacceptable.
Qu'est-ce qui est inacceptable? Ne préjugez pas de mon identité juive quelque position que ce soit. Ah bah, d'accord. Écoutez, en tout cas, je ne vous dis pas vous défendez, parce que vous êtes noir, vous défendez telle ou telle position. Alors, mais c'est pas dans ce sens-là. Vous savez très bien que c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Laissez-moi. Vous le savez très bien. Non, mais vous savez que c'est pas dans ce sens-là. Ross, alors arrêtez. Votre argument est juste lunaire. Non, mais ce que je dis, je veux simplement dire une chose, c'est que vous parlez de Mili Kupfer-Naouri depuis tout à l'heure, mais elle est aussi dangereuse que tous les extrémistes. D'après mes informations, il semblerait qu'Israël ait la bombe nucléaire et qu'il ne l'a jamais utilisée contre Gaza ni contre les Palestiniens. Parce que c'est une arme de dissuasion et que personne ne peut utiliser aujourd'hui. Vous dites ça, même la Russie et l'Ukraine, c'est pareil. C'est pas agréable. C'est pas agréable pour ceux qui nous écoutent. Je veux dire simplement ça. Est-ce que vous diriez la même chose pour la Corée du Nord? C'est très bien qu'il ait cette arme de dissuasion. Oui. À quel moment s'en sont-ils servis pour l'instant? Est-ce que c'est bien pour vous? Messieurs, le régime totalitaire. N'oubliez pas Tel Aviv. Oui ou non? Attendez. N'oubliez pas Tel Aviv. N'oubliez pas Tel Aviv. Merci, je n'oublie monsieur. Pas Tel Aviv. Oui. Je n'oublie pas Tel Aviv. Oui, n'oubliez pas Jérusalem non plus. Obligé de n'oubliez pas Tel Aviv là-dessus. Simon, Jérémy Simber. Les manifestants. Oubliez, est-ce que selon vous, si on arrive aujourd'hui à un accord sur le nucléaire, il y aura toujours la menace des missiles balistiques, le régime ne tombera pas, qui pourra se vanter d'une telle victoire? Est-ce que Trump pourra se vanter d'une victoire, d'avoir signé un accord où les mots là, on leur fait confiance pour dire que bon, promis, on va arrêter d'enrichir l'uranium, promis? Mais Trump, le plus important pour lui, c'est une victoire personnelle. On sait quand même que ça, c'est la personnalité de Donald Trump. C'est de dire « Ah oui, moi j'ai trouvé l'accord, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, c'est grâce à moi qu'il n'y a pas ci ou il n'y a pas ça. Les manifestants, franchement, avec ces promesses, on a compris, ils sont fous. Ils sont fous des manifestants. On avance. Merci à tous les quatre pour ce premier débat consacré à l'Iran, aux États-Unis, aux négociations sur le nucléaire. Passons maintenant au tour de l'info. Mon cher Rost, je commence avec vous. Un article de nos confrères de BFM TV. De retour d'un déplacement en Algérie où elle a tenté d'amorcer un dégel des relations entre Paris et Alger, Ségolène Royal a jugé que les conséquences dramatiques de la colonisation n'ont jamais été reconnues par la France. Que pensez-vous, Rost, de cette visite de Ségolène Royal en Algérie? Était-ce son rôle d'y aller? C'est une politique, elle y va, et si elle a envie d'y aller. Si vous êtes invité quelque part et que vous estimez que vous devez y aller, c'est une bonne chose d'y aller. Vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne règle rien dans la vie sans le dialogue. Il n'y a que par le dialogue qu'on arrive à avancer, quoi qu'il arrive. Quelles que soient nos divergences, tant qu'on arrive à se parler, on peut construire des choses. Il ne faut pas oublier que les relations, ça fait un bon moment que les relations sont extrêmement tendues entre la France et l'Algérie. Il y a une mesure qui a été prise, qui a été votée il n'y a pas très longtemps par l'Algérie pour criminaliser la colonisation, et à juste titre, on en avait débattu ici d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent tout simplement une chose. Vous savez, on parle du statut des victimes. Lorsque vous voyez les milliers, les dizaines de milliers de personnes qui ont été massacrées pendant toute cette période et que les auteurs ne veulent pas reconnaître en parlant des effets positifs de la colonisation. On a même eu récemment l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui dit que ce n'était pas un crime alors que c'est reconnu même par toutes les instances internationales que c'est un crime contre l'humanité. Il y en a qui continuent de le nier. Si, à un moment donné, il faut savoir assumer son histoire pour apaiser les choses, pour que les nouvelles générations sachent qu'on a compris ce qui s'est passé. L'histoire est un témoignage pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais nous continuons de reproduire les mêmes choses en nous cachant derrière le déni. Et c'est un mépris qui est vécu par ceux qui ont subi les choses. Et l'Afrique en veut énormément aux pays qui ont colonisé et qui continuent de maintenir sous l'eau la tête de ces pays pour éviter qu'ils ne s'émancipent. Quand Kadhafi a été assassiné, il n'a pas été assassiné pour rien. Nous, les Africains, on sait pourquoi il a été assassiné, Kadhafi. Pourquoi il parle arabe en Algérie?
Donc, je pense que... Pourquoi il parle arabe en Algérie? Non, mais là, je suis sérieux, là. Non, bah oui, pourquoi il parle arabe en Algérie? Vous parlez de la colonisation. Là, je vous parle de quelque chose de sérieux. Oui. Parlons quelque chose de sérieux. Comment ça se fait qu'il parle arabe en Algérie? Allez leur poser la question. Mais vous le savez très bien, c'est parce que les Arabes ont colonisé l'Algérie. Alors et donc, si on veut commencer à parler, toutes les colonisations, si on veut commencer à parler de rente mémorielle, il faut que chacun personne ne parle de rente devant sa table. Moi, je ne parle pas de rente mémorielle, je vous parle tout simplement de la reconnaissance. Mais en fait, vous savez très bien pourquoi ils ne veulent pas reconnaître. Ils savent très bien, puisque Macron avait amorcé déjà, à l'époque, avant les élections, il avait amorcé les choses. Quand il était parti en Algérie, en disant que c'était un crime contre l'humanité. Et quand il est revenu ici, il s'est pris les foudres de la droite et de l'extrême droite. Donc, il a fait un peu marche arrière. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont peur d'avoir à indemniser ces pays-là. Mais sur la question du crime, ils le savent très bien. Simon, on vous écoute sur Ségolène Royal en Algérie. Sur Ségolène Royal en Algérie, allez-y. Oui, non, mais je pense qu'au-delà de Ségolène Royal, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est cette vision victimaire, post-coloniale. Ah non, mais sortez pas ce mot, s'il vous plaît. Non, arrêtez de sortir cette histoire de victime. On n'est pas des victimes. Moi, je ne crierai pas. Arrêtez. Non, mais arrêtez. Alors, si vous voulez... Non, mais ça suffit. Arrêtez avec cette histoire de victime. Arrêtez que l'on parle de votre propos de manière victimaire, alors arrêtez ces arguments victimaires. Arrêtez de parler de victimaire. Parce que je rappelle que la première c'est pas vous qui avez subi les choses, alors arrêtez de parler de victimaire. Vous non plus. S'il vous plaît, ça suffit, merde. La première puissance, vous pleurnichez tout le temps, mais quand ce sont les autres qui disent ce qu'ils ont vécu, vous êtes en train de dire qu'ils jouent les victimes. Doucement. Mais ça suffit. Doucement à parler. Doucement. Quand on parle de la colonisation. Écoutez, si vous criez, c'est votre problème. Moi, non, mais Simon, allez-y. Si vous criez, c'est votre problème. Allez-y, Simon. Ce que j'ai à dire, on m'a pas laissé finir. Allez-y. Donc je veux finir parce que je veux revenir sur, en effet, cette vision victimaire qui consiste à dire que l'on est faible parce qu'on a été colonisé. Parce que la première puissance mondiale... Personne n'a dit ça. Laissez-moi finir. Personne n'a dit ça. La première puissance mondiale... Arrêtez. La première puissance mondiale est une ancienne colonie, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique. D'accord? Il ne faut pas oublier que si ils ont massacré les Indiens. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier... Ah oui, c'est vrai. C'était une colonie britannique. Et ils ont massacré les Indiens. C'est vrai. Pour voler leurs terres. On oublie souvent dans l'analyse qui consiste à dire... On a été colonisé, donc c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, qu'on n'a pas de démocratie, qu'on ne réussit pas sur le plan économique. Personne n'a dit ça. Mais laissez-moi finir, c'est pas possible. Personne n'a dit ça. Laissez finir Simon, il faut qu'on avance. C'est quand même hallucinant. Allez, il faut qu'on avance. Oui, il faut qu'on avance, mais si je suis coupé à chaque fois, c'est possible. Parce que vous dites tellement d'inepties, vous ne connaissez rien à l'histoire de l'Afrique. Rost. Rien. Simon, en quelques mots, on avance. Vous avez des préjugés honteux. Messieurs, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Simon, finissez, et après Jérémy, votre tour de l'info. Simon, rapidement, s'il vous plaît. Après Jérémy. Je dis simplement que la position, l'idéologie victimaire, que ce soit en France ou que ce soit à l'échelle de nations, au niveau individuel, à l'échelle de nations, n'est jamais une manière intelligente de se grandir. Ça n'est pas à cause de la colonisation que l'Algérie est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Jérémy Simber, aujourd'hui, déclaration rapportée du Premier ministre Naftali Bennett qui a déclaré hier, l'ancien Premier ministre, lors d'une conférence qu'il a déclaré lors d'une conférence qu'il ne regrettait pas sa décision de former un gouvernement avec Mansour Abbas et le parti RAM, tout en disant que si c'était à refaire, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, il ne le referait pas. Peut-on lui faire confiance? Oui, je pense qu'on peut lui faire confiance. La dernière fois aussi. Alors, c'est un peu différent cette fois-ci, parce que la dernière fois, on a eu un Mansour Abbas qui s'est exprimé à un moment donné à la télévision pour dire, voilà, nous vivons dans ce pays, en Israël, et nous devons nous conformer aux lois israéliennes. Nous sommes prêts à travailler avec un éventuel gouvernement israélien. Par contre, les déclarations qu'il a fait après le 7 octobre, il y a eu quand même des déclarations un petit peu douteuses, on va dire. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait le parti de Mansour Abbas dans un prochain gouvernement qui soit de gauche ou de droite. Vous connaissez le ministère amer? Non. Vous ne connaissez pas le groupe de... Si, Ross connaît. Leur meilleure chanson, c'était en 1991. C'est leur première chanson, elle s'appelle Traître. À l'époque, ils étaient 3. J'allais employer ce terme. Alors attendez. Et le refrain, et Rost va connaître, parce que
je vais peut-être rapper pour la première fois sur ce plateau. Allez-y. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Vous reprenez ces mots pour Bennett ? À 100%. On peut pas. Lorsqu'on a une personne comme Naftali Bennett, il a trahi ses électeurs. C'est pas qu'il a trahi le pays, parce qu'il a trahi le pays, mais il a trahi ses électeurs. Lorsqu'on se retrouve sur une chaîne de télévision, on signe sur un papier, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, je n'amènerai pas Lapid, je n'amènerai pas Mansour Abbas, etc. Et qu'ensuite on dit que toutes les valeurs qu'il a dit, il a donné des valeurs, il a dit ce sont mes valeurs, et qu'il a trahi ses valeurs. Oui, c'est un traître. Qui était le premier à demander à Mansour Abbas de rejoindre son gouvernement ? Rappelez-moi. Qui l'a fait ? On juge sur des actes. On avance. Stomy Bugsy, Passy, trahison au sein de notre population. Être ou n'être traître est une malédiction. Voilà, Traître, le maxi Traître, sorti dans 1991. On se retrouve tout de suite après la pub. Restez avec nous. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. C'est le moment de vous faire plaisir pendant les soldes chez Optical Center. Bénéficiez de prix exceptionnels jusqu'à moins 50% sur vos lunettes, vos verres et appareils auditifs jusqu'au 3 février. Jusqu'à moins 50% sur tout le magasin et pour toute la famille pendant les soldes. N'attendez plus. Dispositif médical. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment ? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde ? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30.
Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs, pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Simon Moos, Rost, Jérémy Simber et Chaim Berkovitz. Chaim Berkovitz qui a rappé en hébreu pendant la publicité un morceau de Subliminal Vatzel. C'était incroyable. Allez-y. כמתו שבאת הביתה, עשית אמבטיה, התחלת את הילד לישון. הוא חיכה לך שעה, איפה אבא לא ידע, שלחת להביא את השלום, שמן בגבעון דום וירח בימי קריילון. חולם על המקום הזה ביום שנפסיק בו לנתחון ונתחיל בו לנשום. Magnifique, bravo, bravo. On reprend le tour de l'info. Simon, avec votre information. Chaim, vous avez aussi une information. Je vais vous demander à tous les deux de répondre de manière concise. Simon, des affiches de Navid Akram, l'un des terroristes de Bondi Beach, ont été placardés dans le quartier central des affaires de Melbourne dans un acte calculé et profondément offensant selon l'ADC, une organisation australienne fondée pour lutter contre l'antisémitisme dans le pays. Simon, une réaction, on est en Australie. On a beau être en Australie, c'est une infamie, je ne vois pas que dire de plus. C'est déplorable, c'est détestable, c'est affreux. Franchement, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut développer sur une telle histoire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça me paraît tellement éminemment grossier et anti-juif que voilà, c'est juste condamnable. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça se multiplie de plus en plus. Et que les politiques en Australie, mais de manière générale en Occident, ne sont toujours pas à la hauteur du moment et des années qui s'annoncent de plus en plus difficiles pour les Juifs en Occident. Merci beaucoup, Simon, pour cette réponse. Chaim, votre information, Simon en parlait en début d'émission et Rost a cité son nom à plusieurs reprises en première partie. Un article de nos confrères du Monde. Guerre à Gaza, 2 mandats d'amener émis par des juges français contre des militantes franco-israéliennes pour complicité de génocide. 2 franco-israéliennes installées dans l'État hébreu sont l'objet d'une procédure lancée à la suite de plaintes d'associations pour avoir contribué par le biais de leurs organisations respectives à entraver l'acheminement d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ce sont les mots du Monde. Ces 2 femmes sont Nili Kupfer-Naouri, qu'on connaît bien dans cette émission, invitée régulière, débattrice de l'émission, et Rachel Twitou, qu'on a entendu un peu plus tôt sur i24 News, qui était l'invité de David Neyman dans la grande édition. Chaim, une réaction. Une réaction, c'est lamentable. Et c'est lamentable d'entendre aussi Ross dire des propos que Nili Kupfer-Naouri n'a pas dit. Elle n'a jamais appelé à tuer. Si. Elle n'a jamais appelé. Je suis obligé de le préciser parce que c'est quelque chose de très très grave. Les paroles sont dites et le mal est fait. Elle l'a dit plusieurs fois. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Elle n'a jamais appelé à tuer tous les Palestiniens. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je reviens sur cette accusation contre Nili Kupfer-Naouri et contre la deuxième personne, Rachel Twitou. C'est très très grave parce que c'est un départ. C'est un départ, ça veut dire qu'on est en train de montrer que toute personne en Israël, toute personne, par exemple, qui a défendu Israël, que ce soit un soldat ou que ce soit une autre personne, eh bien, va se retrouver accusée dans des tribunaux ailleurs, notamment en France. Et on accuse de quoi ? On accuse de génocide. Il n'y a eu aucun génocide à Gaza. On accuse d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé à Gaza. On en parle toutes les semaines. On a un pays qui s'est défendu. On a un pays qui a dû se défendre face à l'atrocité, face aux monstres que nous avions en face de nous, le Hamas et autres. Donc, c'est quelque chose de lamentable. Et pour en parler, évidemment, nous ne pouvons pas ne pas inviter Nili Kupfer-Naouri dans cette émission. Bonsoir Nili, merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment. Alors, comment avez-vous réagi, dans un premier temps, en découvrant cette procédure contre vous, Nili ? Dans un premier temps, Raphaël, vous me permettrez de dire que je constate que Ross a développé une véritable obsession à mon égard, même quand je ne suis pas sur le plateau. Prétendre que j'ai dit qu'il fallait tuer tous les Palestiniens est une diffamation pure et simple
c'est faux, inventé et juridiquement condamnable. Et je vais vous ressortir les images. Qu'il mesure ses propos et qu'il fasse attention à ce qu'il disent. Bien, ceci étant... Portez plainte et je vais vous ressortir les images, je les ai. Concernant ce mandat d'amener, regardez, je vous mets au défi de m'amener mardi prochain, puisque nous allons nous retrouver sur le plateau, je vous mets au défi de me ramener l'enregistrement où j'ai dit qu'il fallait tuer tous les Palestiniens. Bien. Nili. Même à celui qui animait l'émission. Par voie officielle, je l'ai appris par la presse française, ce qui est déjà un problème en soi. Même la plainte qui a été déposée il y a quelques mois, je ne l'ai jamais reçue de manière officielle. J'ai toujours tout appris par la presse française. Maintenant, il est évident que nous avons plusieurs fronts militaires en ce moment depuis 2 ans. Et il y a un autre front qui s'est ouvert, c'est le front de la vérité. Et je porterai ce combat avec fierté et honneur. Parce que cette vérité, il faut la dire, cette vérité historique, cette vérité de l'État d'Israël, et effectivement, il n'y a jamais eu aucun génocide. Cet état de fait n'a jamais été statué par aucune cour, ni aucun tribunal français, ni aucun tribunal international. Donc, m'accuser de complicité de génocide, c'est essayer par une voie détournée d'accuser l'État d'Israël de génocide, et ça, c'est effectivement extrêmement grave. Nili, quelle est la suite également Nili, quelle est la suite de cette affaire pour vous, en ce qui concerne votre personne? Vous avez, j'imagine, un avocat en France qui va vous défendre, mais que risquez-vous, Nili? Étant donné que depuis déjà maintenant quelques années, je reçois un nombre certain d'ailleurs, de menaces sur ma vie. Donc il est évident que je ne vais pas aller en France, en tout cas pour le moment, et que personne n'est capable d'assumer ma sécurité en France. Donc je ne compte pas répondre à ce mandat d'amener en venant devant un juge sur le territoire français, mais je reste à la disposition des juges s'ils veulent m'écouter par visio, et je n'aurai aucun problème à m'expliquer sur mes agissements. Ce que je trouve déplorable, enfin d'abord je veux continuer cette réponse, c'est que si les juges n'acceptaient pas cette procédure, alors effectivement ils ont le droit ils pourraient éventuellement émettre un mandat d'arrêt contre moi en France ou en Europe. Ce que je trouve grave, c'est que la justice française a répondu présente lorsque des organisations pro-Hamas ont déposé cette plainte, et donc qu'il y a des juges qui préfèrent s'occuper de ce que fait une résidente israélienne depuis 33 ans sur le territoire israélien, avec une manifestation pacifique qui est tout à fait acceptée dans un État démocratique, plutôt que de s'occuper des cellules terroristes qui sont sur le territoire français. Merci beaucoup, Nili Kufer-Naouri, d'avoir accepté ce soir notre invitation sur i24 News, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine en plateau. Une réaction, Jérémy Simber? Bien que je ne partage pas beaucoup d'idées de mademoiselle Kufer-Naouri, Madame, excusez-moi, je trouve quand même que là, ça va en effet un petit peu loin. Les raisons sont tout à fait ridicules, à mon avis. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec la justice française, avec ce mandat d'arrêt ou quoi que ce soit. Mandat d'amener. Voilà, ça n'est pas... non. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert le mandat d'amener, d'ailleurs. Non, mais alors, c'est vrai qu'elle a eu quelques commentaires qui étaient quand même assez limites, mais de là à lancer ce jugement, enfin, c'est trop. Merci. Si je peux me permettre... Allez-y. Oui, si je peux me permettre, ce cas est intéressant aussi. Pourquoi ? Vous savez, dans notre écosystème, je défends une position souvent assez marginale et pas comprise sur l'absolue liberté d'expression. Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Et lorsque l'on parle de lois, typiquement de lois ultra sensibles, comme la loi Guesso, qui pénalise le négationnisme de la Shoah et les crimes contre l'humanité de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que ça choque. Et puis, malheureusement, plus ça va et plus le diagnostic, en tout cas que je crains,
malheureusement, se concrétise, à savoir que les lois qui, en principe, sont censées pénaliser le négationnisme, pénaliser l'expression haineuse, se retournent toujours, malheureusement, lorsque l'on donne ce pouvoir à l'État, contre ses premiers législateurs. Donc demain, si on fait une loi contre l'antisémitisme ou une loi contre le négationnisme, eh bien demain, on peut avoir un gouvernement de gauche qui considère que ce qui s'est passé à Gaza, cette accusation pestilentielle de génocide, eh bien, on peut être tous taxés de génocidaires et tous taxés de forissons. Et c'est pour ça, et c'est le cas de Madame Naouri, Nili Kupfer-Naouri et de Rachel Twitou, que, encore une fois, je soutiens pleinement, eh bien, montre qu'il y a potentiellement un précédent pour un retour de bâton catastrophique. Merci. Qui a cru que le Hamas avait renoncé à son pouvoir à Gaza? Celui-là est peut-être bien naïf. Selon un document divulgué dimanche par Cannes, une chaîne israélienne, la chaîne publique israélienne, le Hamas prévoit de conserver le contrôle administratif de Gaza, contrairement à ce que prévoit l'accord de cessez-le-feu. Cette information très surprenante a inspiré cette question à l'équipe de SAS Débat. Le gouvernement israélien a-t-il tout raté dans l'après-guerre à Gaza? Jérémy Simber a répondu oui et Chaim Berkovitz a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 54, face à face. Numéro 2, c'est parti. Jérémy, 1 minute, tout ça. Chaim, 1 minute, tout ça. Vous savez bien, tout le monde est prêt? Prêt. En régie, est-ce qu'ils sont prêts? Ils n'ont pas l'air d'être très prêts. On n'a pas le timer, c'est pas grave, on va quand même le faire sans le timer. Jérémy, il a le timer devant lui. Jérémy, c'est à vous, allez. Eh bien voilà, maintenant on a la confirmation définitive que ce gouvernement est une vraie catastrophe. C'était déjà catastrophique avant la guerre, c'est toujours aussi catastrophique après la guerre. Je rappelle donc qu'avant la guerre, il y a eu 11 occasions d'éliminer Yahya Sinwar, le cerveau derrière les attentats et le massacre du 7 octobre. Ça n'a pas été fait parce que, à l'époque, c'était plus important de faire passer l'argent du Qatar pour, soi-disant, calmer le Hamas. Eh bien, on a été super naïfs et ça n'a pas fonctionné. On l'a vu le 7 octobre. Et maintenant, aujourd'hui, on a non seulement les Qataris et les Turcs qui vont rentrer pour, soi-disant, maintenir l'ordre à Gaza, et on a le Hamas de son côté qui continue à essayer, ou en tout cas à rester au pouvoir et à faire ce qu'il peut pour à nouveau être une force. Et c'est très, très inquiétant. Donc voilà, je suis convaincu que le gouvernement est une catastrophe. Chaim, 1 minute, c'est à vous. Moi, je voudrais essayer de regarder les bons côtés des choses. On avait 250 à peu près otages qui étaient dans la bande de Gaza. On a ramené ces 250 otages. On avait une menace énorme. Et les raisons de la menace, je vous rejoins beaucoup sur les raisons pour lesquelles on a laissé passer le Hamas, on a laissé monter le Hamas, cet argent qui est passé, etc. Je vous rejoins. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a éliminé énormément de personnes du Hamas. Aujourd'hui, le Hamas est affaibli comme il n'a jamais été affaibli. Alors, je suis d'accord, il faut continuer à se battre, mais aujourd'hui, on peut dire que nous avons gagné une grande partie de la guerre, nous avons apporté de la sécurité à Israël, et aujourd'hui, on va continuer à travailler, mais je pense que le gouvernement peut être fier de tout ce qu'il a fait dans la bande de Gaza. Grâce à notre gouvernement, et je sais que c'est dur pour certains de le dire, grâce à notre gouvernement, eh bien, nous avons pu respirer après tout ce qui s'était passé. Merci beaucoup à tous les deux et désolé pour ce petit problème technique sur l'affichage du temps. Ross, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Jérémy ou avec Chaim? Avec moi, bien sûr. Oui, enfin, bon, c'est une fois n'est pas coutume, c'est arrivé quelquefois que nous soyons d'accord, mais c'est très rare. Mais non, mais moi, la seule chose que je veux retenir de tout ça, c'est que on a 1200 personnes qui ont été massacrés avec une barbarie indescriptible. Et de l'autre côté, on a 71 000 On ne compare pas les deux. On ne peut pas. Je ne vous laisserai pas faire. Là, Ross, je vous laisserai pas faire. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer des gens qui ont été massacrés, qui ont été violés, des personnes qui ont été. Non, je peux pas laisser faire une chose comme ça. Il faut qu'il retire ce qu'il veut dire. On ne peut pas comparer une guerre avec des massacres. Je suis désolé. Nous, on ne massacre pas les personnes. Je vous laisserai pas continuer, Ross. Allez-y, Monsieur Berkovitch, si vous voulez, vous pouvez toujours crier. Non, je crierai. Si vous continuez à comparer de la sorte, je le ferai.
on a parlé de chiffres ici pendant longtemps. Vous nous avez dit qu'on mentait. Ce ne sont pas des comparaisons les deux ensemble. Non. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé par votre propre armée. Non, qu'il y a plus de 71 000 personnes qui ont été massacrées. Il adore dire des citations. Ce massacre-là, c'est le résultat de ce qui s'est passé. C'est tout. L'armée israélienne a émis un démenti. L'armée israélienne a émis un démenti. L'armée israélienne, ça c'est des médias qui ont dit ces chiffres. L'armée israélienne n'a jamais confirmé les 71 000 morts. Et dans les morts à Gaza, il y a quand même une partie de ces morts. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une partie de ces morts vous ne pouvez pas dire que ce chiffre-là englobe toute la population, que des civils, des femmes et des enfants. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'aucun terroriste du Hamas n'a été tué. Moi, je vous dis... Alors moi, je ne vous ai pas dit ça. Déjà je vous ai pas dit ça. Je dis tout simplement que... Vous comparez les deux populations. Mais attendez, j'ai parlé de 1200 personnes qui ont été assassinées avec une certaine barbarie, ok. Et je vous parle aussi que de l'autre côté, il y a 71 000 personnes qui ont été massacrées, que ça vous plaise ou non. Voilà, c'est pas massacré. Je vous le dis. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Le résultat est qu'il y a un pays qui a su se défendre. Ils ont été massacrés. Non. Des femmes et des enfants. Simon, est-ce que c'est surprenant? On n'a pas massacré des femmes et des enfants. On ne massacre pas. Israël ne massacre pas des femmes et des enfants. Excusez-moi. Simon, est-ce que c'est surprenant? Simon, est-ce que c'est surprenant que le Hamas veut garder le contrôle de Gaza? C'est pas si surprenant que ça, on s'en doutait quand même. Évidemment que non. Moi, je me satisfais quand même d'une situation qui, sans être idéale, commence à relever un peu du statu quo dans la bande de Gaza, c'est-à-dire qu'Israël continue de mener des opérations sans que l'on perde malheureusement tout ce qu'on a perdu comme soldats ces dernières années, même si évidemment parfois on a des pertes, mais des opérations qui sont quand même à moindre risque. Évidemment que je ne peux pas laisser dire ce qui vient d'être dit, cette comparaison honteuse, immonde entre une population massacrée et des civils qui sont en effet morts, mais dans le cadre d'une guerre urbaine, parce que à ce jeu comptable, à ce petit jeu comptable et macabre du qui meurt le plus, vous savez, il y a eu 100 civils américains qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 650 000 civils allemands qui sont morts. On parle d'aujourd'hui. Attendez, si vous n'êtes pas capable de vous tenir, vous quittez le plateau. Non, ça suffit. Simon, parce que c'est vous qui gérez le plateau. Vous prenez vous. C'est pas possible de me couper la parole à chaque fois. On est dans un débat. Vous coupez tout le temps. Je vous coupe si j'ai envie de vous couper. Simon, non. Je vous coupe. Ce n'est pas vous qui dirigez le plateau. Pour qui vous prenez en France, mais pour qui vous prenez? Non. Mais depuis tout à l'heure, vous parlez, je vous ai fait une réflexion. Comme Berkovitch le fait aussi, il me coupe aussi. Et c'est pas grave, c'est le débat. Allez-y, Simon. Si vous croyez, on ne peut pas finir une phrase. On ne peut pas finir une phrase sans que... Simon, terminé. Vous prenez pour me dire de quitter le plateau. Alors, si vous n'êtes pas capable d'avoir un débat... Vous prenez Simon, quelqu'un qui respecte le débat. Eh ben vous ne dites pas de quitter le plateau. Vous n'êtes pas monsieur. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Respectez les autres. Simon, je suis à distance, c'est pas facile pour moi. J'ai pas la possibilité. J'ai pas la possibilité de gérer le plateau comme je le fais à Tel Aviv. Simon, terminé. Rost ne quittera pas le plateau. Rost est un débatteur fréquent de cette émission. Il restera en plateau jusqu'à la fin. Simon, terminé, parce qu'après, il y a nos invités qui nous attendent en Zoom. Alors, allez-y, avancez, et après, on va rejoindre nos invités, parce que c'est un sujet très intéressant. Il y a le terme débat. Bien sûr, allez-y. Justement, le débat, c'est de pouvoir échanger. Allez-y, perdons pas de temps. Avec ce petit jeu. Perdons pas de temps. J'essaye. Vous savez, c'est difficile à chaque fois de me demander de ne pas perdre de temps quand je suis coupé systématiquement. Vous coupez de les autres aussi. Tout le monde se coupe. Donc, je vais finir. Oui, non, mais c'est toujours facile. Je perds des secondes et des minutes entières sans avoir dit quoi que ce soit parce qu'on me coupe. Donc, je vais finir mon propos. Oui. Ce que je disais, c'est qu'à ce petit jeu, ce petit compteur macabre du qui meurt le plus, ça ferait des civils allemands et du Troisième Reich le bon dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans ce genre de guerre asymétrique entre une démocratie et un régime terroriste qui utilise ces civils comme bouclier humain. Évidemment qu'il y a plus de morts du côté de Gaza. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une égalité morale entre les deux? Absolument pas. Il y a une asymétrie morale profonde et éternelle entre ces deux acteurs. Et évidemment que cette comparaison ignominieuse à laquelle s'est livré Rost est vraiment condamnable. C'est votre vision, c'est votre vision des choses, pas la mienne. Merci à tous les quatre pour ce débat passionnant et épuisant sur Gaza et l'escroquerie de ce comité technocratique, mais on n'en a même pas parlé. Parlons à présent théâtre. C'est du bien dans l'interview du tac au tac. Bonsoir Marc Samuel, vous êtes ma respiration du soir dans Ça se débat. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les 24 News.
Vous venez nous présenter la pièce Mon Trésor, mise en scène par Raphaël Cambray avec Magali Bonfils et vous-même. Alors, racontez-nous cette aventure. Eh bien, c'est une pièce, enfin, c'est mon histoire, en fait. Hein, c'est une pièce autobiographique. Il y a 2-3 ans, j'ai eu envie d'écrire, surtout pendant le Covid, on faisait rien, j'ai eu envie d'écrire quelque chose, laisser une trace de mon enfance. Et j'avais envie de parler de ma mère, tout simplement, et des liens qui unissent un enfant à sa mère, ces liens invisibles. Et donc j'ai écrit cette pièce tout seul et j'ai monté la production, etc. J'ai fait le montage. Et là, on joue actuellement au théâtre de la Seine parisienne à Paris, le lundi à 19h30 et le mercredi à 21h. Voilà, je partage l'affiche donc avec Magali Bonfils, merveilleuse comédienne. Pas facile de trouver la comédienne pour jouer le rôle de ma mère. Et puis Raphaël Cambray, donc ici la mise en scène. Voilà, et je tiens aussi à souligner l'apport de mon coproducteur, joueur production Thierry Wenzel, qui m'a énormément aidé pour monter ce spectacle. Marc Samuel, vous jouez donc depuis le 12 janvier et jusqu'au 1er avril, vous l'avez dit, 2 fois par semaine. Et les critiques sont unanimes. C'est une très grande pièce de théâtre qui donne envie d'aimer Constantine. Racontez-nous cet amour pour Constantine. Constantine, je voulais un peu me balader sur les traces de mon enfance. Et c'est un travail de mémoire que j'ai fait sur moi, et puis aussi pour mes parents. Et Constantine, j'ai tout le temps été émerveillé par le pont suspendu qui m'effrayait, qui en même temps m'attirait. On appelait ça la passerelle des vertiges. Sur les gorges du Rumet, c'était assez impressionnant. Et cette ville, j'aimais bien, on l'appelait la petite Jérusalem parce qu'il y a, on voyait des imams, des rabbins, des curés, et j'aimais bien cette ambiance un peu du quartier pauvre de Constantine qu'on appelait Kachara. Et je m'amusais beaucoup entre la synagogue, les chants de muezzin, les fêtes de Noël. Et puis il y avait cette ambiance juive où j'allais à la synagogue avec mon grand-père et j'aimais bien cette humeur qui existait, quoi, ces odeurs, les gâteaux, etc. Et puis il y avait une espèce de joie de vivre avec derrière, je sentais, moi j'étais jeune, mais je sentais un danger et en fait la pointait déjà la guerre d'Algérie, quoi, en 1962. Marc Samuel, vous avez commencé à l'évoquer, mais au cœur du texte de cette pièce, c'est un lien très fort, très très fort, entre une mère et son fils, entre ses racines et ce déracinement. Oui, exactement, vous avez raison. C'est dans cet exil, en fait, je me suis énormément rattaché à ma mère. Et ce que je veux décrire dans cette pièce, c'est ces liens invisibles qui ne sont pas toujours dits, parce que dans notre éducation juive constantinoise, on est très pudique. Et j'avais envie de raconter ça. J'avais envie de raconter ces élans, ces émotions, de dire je t'aime à sa mère. C'est quelque chose qui me touchait énormément. Et puis c'est une femme extraordinaire, au-delà du fait que ce soit ma mère. Et justement, dans cette pièce, j'ai cherché à savoir quelle femme elle était, qui elle est. Reconnaître sa mère, pas uniquement comme sa maman, mais aussi pour la femme qu'elle est. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est une femme assez exceptionnelle, tout le monde le dit. Est-ce que vous souffrez encore de ce déracinement, de cette terre qui vous a vu naître? Vous aviez 6 ans au moment du grand départ. Oui, alors étonnamment, je me souviens de beaucoup de choses. En plus qu'on dit que les enfants de la guerre impriment énormément. La mémoire s'inscrit énormément en soi, quoi. Mais moi, j'ai pas souffert vraiment de l'exil. J'ai pas du départ en Algérie. J'étais petit, simplement, je n'ai pas compris. Et un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans cette enfance qui a été si merveilleuse et qui me manque aujourd'hui, notamment le soleil, la joie de vivre dans cette grisaille parisienne qui n'est pas toujours évidente. Mais moi, je n'ai pas souffert vraiment de ce déracinement.
je me suis très vite adapté à la France, à la République française. Ma mère était très, vraiment, elle était derrière moi pour l'école, pour l'éducation, apprendre le français et correctement, le dire correctement. D'ailleurs, il y a une scène très cocasse dans la pièce où elle m'apprend à éviter l'accent pied noir. Voilà, c'est très drôle. Et puis, j'ai grandi comme ça, mais toujours quand même dans ce milieu juif et l'école, le milieu de la synagogue, la bar mitzvah, etc. Merci. Et j'ai aimé cet esprit Merci beaucoup. Républicain. Merci beaucoup, Marc Samuel. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes venus présenter ce soir la pièce Mon Trésor, mise en scène par Raphaël Cambray. Vous êtes sur scène 2 fois par semaine à la Scène Parisienne. Je recommande vraiment à tous nos téléspectateurs d'aller voir cette pièce magnifique et qui, je pense, va parler à énormément de personnes qui nous regardent sur cette vie en Algérie et ce déracinement vers la France. Merci beaucoup d'avoir... Juste une chose que je voudrais... Très rapidement, allez-y. C'est certes original, mais universel, cette histoire. C'est très important. Voilà, moi j'irai le voir en tout cas. Merci beaucoup, Chaim Berkovitz, Jérémy Simber, Rost à Paris et Simon Moss. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Sandy Fortis, suivi d'un nouvel épisode d'Innov Nation avec Christopher Barolin. Restez avec nous.